Dans l'actualité du 13h15, grogne le ministère des Transports et Infrastructures. Les agents s'expliquent devant la presse. Ils dénoncent la nomination de M. Moumouni Guigembe, qui, selon eux, ne respecte pas l'esprit de la transition politique au Burkina. Et puis à partir de cette année 2015, le port de la ceinture de sécurité est obligatoire sur le territoire burkinabé. Tout contrevenant se verra appliquer la sévérité de la loi. Le directeur général de l'ONASER viendra nous en parler. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. Les agents du ministère en charge des transports et des infrastructures, en froid avec leur ministre, étaient face à la presse ce matin. Ils dénoncent la nomination de M. Moumouni Guigembe, qui selon eux ne respecte pas l'esprit de la transition politique au Burkina. Explication, Adama Koulibaly. Grogne au ministère en charge des transports, les agents reprochent plusieurs griefs à l'actuel détenteur de ce portefeuille ministériel. Le nom du ministre qui se trouve sur le décret de nomination et sur les documents officiels, la lettre de mission du Premier ministre et à l'intention de Moumouni Guigembe n'est pas la même personne qui est actuellement au ministère. On a découvert même dans d'autres documents 2 autres noms. Donc nous avons 4 noms différents de la même personne. Donc cela est un problème. D'autre part, en 3 semaines d'exercice, il a passé plus d'1 milliard de marchés de gré à gré, et soit pour aménager les voiries autour de la résidence privée du président de Faso, soit pour aménager une piste, une route pour aller au champ du président, soit pour exécuter des ralentisseurs dans l'église où fréquente le Premier ministre Zida, et soit pour réaliser un parking municipal. Selon les agents en colère, la nomination du ministre ne remplit pas toutes les conditions de probité et d'intégrité exigées par la charte de la transition pour occuper un poste de responsabilité. Et on dit qu'il le ministre a fait la prison aux États-Unis pour avoir tenté de corrompre un douanier. Dans tous les cas, nous pensons que lui-même, il doit faire toute la lumière sur cette question. Et le simple fait de soupçons sur un haut responsable comme le ministre, il devrait se mettre à l'écart pour permettre éventuellement, s'il y a enquête à mener, pour qu'on puisse le conduire en toute impartialité. En attendant, les agents souhaitent avoir une oreille attentive de la part des plus hautes autorités de la transition pour situer l'opinion nationale. Comment prévenir les violations des règles humanitaires au Burkina? Une vingtaine de magistrats se penchent sur la question à Bobo Dioulasso. Il s'agit de revisiter les fondamentaux du droit international humanitaire pour ces juges, mais aussi de revenir sur un certain nombre de règles humanitaires. Explication sur place à Bobo Dioulasso avec Awa Ouedraogo. 25 acteurs de la justice, soit 20 magistrats et 5 avocats à l'école du droit international humanitaire. Issus des différentes juridictions de la Cour d'appel de Bobo Dioulasso, ces magistrats et avocats ont 2 jours pour renforcer leurs connaissances dans la mise en œuvre des sanctions à prendre en cas de violation des règles humanitaires. Dans le contexte d'aujourd'hui, il s'agit d'une formation d'une extrême importance pour les acteurs de la justice. Alors, parce qu'il s'agit de normes qui sont qui ont été pour la plupart ratifiées par notre pays. Et il est donc important que les acteurs de la justice puissent d'abord les connaître et afin de les incorporer, de les prendre en compte dans les décisions qui sont amenées à prendre. Le droit international humanitaire DIH, encore appelé droit de la guerre, est un ensemble de règles internationales qui visent à atténuer les souffrances des populations en temps de conflits armés. Le Burkina Faso a ratifié la plupart des conventions relatives aux droits humanitaires. Aujourd'hui, il est question de diffuser les bonnes pratiques et réprimer surtout les éventuelles infractions à ces règles. Le droit international humanitaire interdit que pendant un conflit, on puisse aller bombarder ou détruire des biens qui sont vitaux pour la survie de l'homme et qui ne sont pas déterminants dans l'issue du conflit. Cet atelier de Bobo Dioulasso fait suite à une série de formations entreprises depuis 2011. Les présidents des tribunaux et les procureurs ont déjà bénéficié d'une session de formation sur le droit international humanitaire et la justice pénale internationale.
Un reportage de Awawe Drago et de Amadou Lougué. À présent, on en vient à la page entretien de ce journal au Burkina Faso en 2013. Les accidents de la circulation routière ont occasionné 1124 tués et 16 584 blessés, selon les données de la police et de la gendarmerie nationale. Les principaux facteurs d'accidents dénombrés à travers le monde sont entre autres le non-port du casque, le non-port de la ceinture de sécurité, les excès de vitesse, la conduite sous l'effet de l'alcool et l'utilisation du téléphone portable en circulation. Au regard de l'ampleur de l'insécurité routière dans notre pays et de l'importance de la ceinture de sécurité dans l'amoindrissement des conséquences des accidents, le Burkina rend obligatoire le port de la ceinture sur le territoire burkinabé. Une campagne est en cours pour sensibiliser mais aussi conscientiser. Et je reçois le directeur général de l'ONASER, M. Awe Koudougou. Bonjour M. Koudougou. Bonjour M. Kindo. Merci de venir nous donner des éclairages sur cette mesure. Mais d'abord, nous sommes en fin d'année. Le 25, c'était la Noël. Et le premier, serait la fête du Nouvel An. Et on le sait, ces périodes-là, ce sont des périodes souvent dangereuses pour la circulation routière. Est-ce que cette année, les choses sont vues autrement? L'ONASER souhaite que les choses soient vues autrement. L'ONASER voudrait saisir cette occasion, pour souhaiter de joyeuses fêtes aux téléspectateurs et aux usagers de la route. Chaque année, en fin d'année, les comportements à risque redoublent d'ampleur, comme ce que vous venez de citer, alcool, téléphone au volant, et ainsi de suite. Je voudrais profiter de votre micro pour dire aux usagers que c'est bien, la joie c'est bien, les fêtes c'est bien, mais de prendre en compte ces éléments dont on parle et minimiser au maximum les comportements à risque pour ne pas transformer la joie d'un jour en regret ou en tristesse pour toujours. Donc je recommande la prudence pour ces fêtes de fin d'année. Et je souhaite une bonne et heureuse année 2015 à tout le monde. J'espère que mon appel sera entendu. Justement, dans ce cadre de la sensibilisation pour les fêtes de fin d'année, mais aussi pour les mesures du port obligatoire de la ceinture de sécurité, vos éléments sont déjà sur le terrain pour expliquer, mais aussi encourager les usagers de la route au respect strict de ces mesures-là. On en vient au port de la ceinture de sécurité. C'est en mars 2014 qu'elle est rentrée en vigueur, mais jusque-là, on n'a rien vu. Vous voyez, la procédure d'entrée en vigueur des actes administratifs est telle que on distingue la phase de validité qui est la signature et à la phase d'entrée en vigueur qui est conditionnée par la publication de l'acte administratif. Et en conséquence, le décret doit être publié au journal officiel. Donc le décret n'a été publié au journal officiel que le 13 mars 2014. Donc le décret prévoit une période de sensibilisation, mais il y avait des préalables que l'ONASER devait prendre, notamment confectionner des affiches et autres pour permettre aux gens de comprendre, d'être sensibilisés. Et c'est ce qui a fait qu'on a décalé. Donc maintenant le processus est lancé depuis ce mois-ci. Le processus est lancé et c'est pour 6 mois. Et nous allons intensifier les campagnes par des affiches, par des communiqués, par des spots pour porter l'information à la connaissance des usagers. On en voit déjà dans la ville de Ouagadougou avec des affiches géantes sur le port obligatoire de la ceinture de sécurité. Mais M. Koudougou, quand on parle de port obligatoire de la ceinture de sécurité, qui est astreint à cette mesure? Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire pour tout conducteur, tout conducteur de véhicules automobiles. Maintenant, il y a un certain nombre de personnes qui peuvent être dispensées. C'est tout conducteur à l'arrière, tout conducteur et tout passager à l'avant comme à l'arrière. Maintenant, il y a des personnes qui peuvent être dispensées
comme les enfants de moins de 7 ans, comme les conducteurs de taxi, les ambulances, les véhicules de service, les convois militaires. Toutes ces personnes-là sont dispensées. Il y a aussi ceux dont la morphologie ne permet pas de porter la ceinture de sécurité aussi en sont dispensés. Oui. Et vous dites les enfants de moins de 7 ans, mais il y a des dispositifs aussi pour ces enfants, ce qu'on appelle le siège. Voilà. Il y a des dispositifs de retenue spécifiques pour les enfants. Et il est interdit, par exemple, qu'un enfant occupe un siège à l'avant. Il y a un dispositif qui est prévu, un dispositif de retenue qui est prévu pour lui. Et ça, généralement, c'est à l'arrière. Oui, ce qu'on appelle les sièges auto. Est-ce qu'avec l'entrée en vigueur, ou peut-être la répression qui va suivre, si les véhicules ne sont pas munis de ce dispositif alors qu'ils transportent des enfants de moins de 7 ans, est-ce qu'ils sont sous le coup de la loi? Nous avons donné la période de 6 mois en espérant que ces cas ne vont pas se présenter, en espérant qu'on fera l'effort pour équiper les véhicules de ces dispositifs-là. Parce que depuis un certain temps, les véhicules qui sortent sont généralement munis de ce dispositif. Maintenant, s'il arrive qu'il n'y en ait pas, mais les gens sont sous le coup de la loi, mais je souhaite, j'appelle, je lance un appel aux automobilistes pour que justement, dans les 6 mois, ce dispositif puisse être mis en place. Et vous l'avez dit aussi, il y a des personnes qui sont dispensées de l'obligation du port de ceinture de la sécurité, comme par exemple les taximans. Oui. Les taximans sont dispensés du port de la ceinture de sécurité, comme les ambulanciers aussi. Et les passagers de taxi. Non, les passagers de taxi ne sont pas dispensés. À Ouagadougou, on sait comment on fait le transport en taxi. Comment la chose sera respectée en tant que telle. Vous recevez souvent sur le siège arrière au moins 6 personnes. S'il faut porter une ceinture de sécurité... Le véhicule n'est pas conçu pour 6 personnes à l'avant. Le véhicule n'est pas conçu pour cela. Je pense que lorsque la répression va commencer, toutes ces personnes-là tomberont sous le coup de la loi. On ne va pas faire une exception parce que ce sont des taxis. Mais c'est le conducteur lui-même qui est dispensé. Mais on souhaite quand même que les taxis se modernisent et qu'on n'ait pas à assister à ces spectacles-là. Sinon, si on dispense, ça voudrait dire qu'on encourage les gens à se comporter de cette façon-là. Oui. Il y a aussi le fait que quand je conduis et que je porte ma ceinture de sécurité et que le passager ne le fait pas, quand on nous verbalise, qui paye? Est-ce que c'est le conducteur ou c'est celui qui n'a pas porté la ceinture? Pour le moment, au terme du décret, c'est le conducteur qui est responsable. C'est le conducteur qui doit informer les passagers de l'obligation du port de la ceinture de sécurité, pour le moment. Peut-être que la législation va évoluer. Mais généralement, lorsqu'on invite les passagers à le faire, je pense que ça ne pose pas de problème. C'est pour la sécurité même du passager. Donc, par exemple, si vous prenez 1972, avant le port de la ceinture, de rendre le port obligatoire de la ceinture de sécurité en France, il y avait 18 000 morts sur les routes. Quand on a rendu la ceinture de sécurité obligatoire, combinée avec d'autres mesures, on a pu faire baisser ce taux-là de 30%. Donc ça veut dire que c'est dans l'intérêt même du passager. Et par exemple, la ceinture de sécurité a une force de retenue par exemple de 3 tonnes, contre par exemple 50 kg pour les bras d'un homme ou ses jambes. Donc je crois que c'est de l'intérêt même en cas de choc, c'est de l'intérêt même du passager de porter la ceinture de sécurité. Surtout quand on sait qu'à Ouagadougou, on peut être arrêté au fait et puis quelqu'un vient vous percuter par derrière. Surtout compte tenu des conditions particulières de circulation à Ouagadougou, nous espérons que, nous travaillons à ce que ça s'améliore, nous espérons que tout ce dispositif-là va permettre d'améliorer les conditions de circulation. Alors on va parler des sanctions pour non-port de ceinture de sécurité. Qu'est-ce qui est prévu par la loi? Pour le moment, le non-port de la ceinture de sécurité est une contravention de 2e classe, sanctionnée par une amende de 6 000. En cas de récidive, il est prévu le retrait du permis de conduire pour 1 mois. 1 mois au moins.
Et évidemment, ça peut aller graduellement si, c'est des multirécidivistes. D'accord. Pour terminer cet entretien, certainement des conseils aux usagers de la route, mais aussi aux automobilistes, tous ceux qui détiennent en fait des véhicules, de pouvoir s'équiper de ces dispositifs au cas où ils n'en ont pas. Ouais, nous souhaitons que les gens s'équipent. Généralement, je crois que au niveau de la ceinture de sécurité, il ne devrait pas poser de problème. Parce que depuis 1964, pour les véhicules neufs, les constructeurs étaient astreints à équiper le véhicule de ceinture de sécurité. J'espère que les véhicules qui circulent au Burkina, quand même, même s'ils sont âgés, sont un peu plus récents. Mais j'inviterai les usagers qui n'en sont pas équipés de prendre à tâche. On va voir comment on peut leur donner des conseils pratiques pour pouvoir s'équiper en ceinture de sécurité. Il ne faudrait pas qu'un peu la vélo se pointe là-bas parce que il ne faut pas qu'un peu la vélo se pointe parce qu'il a besoin de porter une ceinture de sécurité. Monsieur Kindo, je ne prends jamais part dans les plaisanteries, dans les débats entre cousins. Parce que moi aussi j'aime les cousins. Merci à vous, M. Koudougou, d'être venu nous parler du port obligatoire de la ceinture de sécurité. Je rappelle qu'une campagne de communication et de sensibilisation est en cours et va durer 6 mois pour sensibiliser et conscientiser par rapport au port obligatoire de la ceinture de sécurité. Je rappelle également que vous êtes le directeur général de l'ONASER, l'Office national de sécurité routière. Merci d'être venu pour nous donner tous ces éclairages. Vous restez avec nous pour la suite du journal. Et pour la suite du journal, le Burkina Faso est engagé dans un processus de stratégie de croissance accélérée et de développement durable, en abrégé SCAD. Plusieurs politiques sectorielles sont exécutées dans ce cadre. Et au regard de la diversité de ces politiques, il importe de disposer d'un outil pour le suivi et l'évaluation de leur programme, mais aussi aux fins de rendre efficace l'utilisation des ressources. Ainsi, le système d'information des politiques sectorielles, en abrégé CIPS, est développé, et le SIPS met le ministère de l'économie et des finances en réseau avec les autres ministères et institutions au Burkina. Hier, le dispositif a été présenté aux partenaires de l'administration en présence de Karim Patrick Namwano. L'acronyme SIPS, c'est le système d'information des politiques sectorielles, une nouvelle application du ministère de l'économie et des finances pour mieux planifier, suivre et évaluer les actions de développement au Burkina Faso. Le SIPS permet au gouvernement de fournir des informations détaillées à ses partenaires. Ce sont des indicateurs d'effet qui sont les résultats de la mise en œuvre des politiques sectorielles à moyen terme et des indicateurs d'impact qui vont permettre de suivre la mise en œuvre des politiques sectorielles dans le long terme. Cette rencontre a permis de présenter et de mieux expliquer aux partenaires des services publics et privés les avantages du SIPS. Pour y accéder, tapez www.sips.gov.bf. Au ministère de la Communication, on fait le point des activités de 2014. Il est surtout question du bilan des activités, mais aussi de voir comment le département peut contribuer à une transition réussie au Burkina. Maxime Zongo. Cadre d'échange pour évaluer l'exécution des activités de l'année, ce CACEM va surtout donner l'occasion aux participants d'envisager les enjeux futurs du ministère. Des enjeux marqués par des défis énormes au regard du contexte et les attentes de la population. On est dans une période transitoire et il faut travailler donc sur la question des élections qui sont quand même un des points majeurs de l'action gouvernementale. Il faut travailler aussi sur la coordination de l'information gouvernementale pour communiquer et faire comprendre et savoir à la population ce qui est en train de faire au sein du gouvernement et pour que tout se passe bien.
Au-delà de cela aussi, évidemment, il faut travailler avec le Parlement. Vous savez, donc, il y a énormément de réformes qui vont être entreprises. Il faut donc arriver donc, à organiser donc, cette structure pour qu'elle puisse évidemment être au rendez-vous et faire correctement son travail avec les réformes qui seront élaborées et mises en œuvre. Examiner et adopter les rapports d'activité de l'année 2014, présenter les objectifs prioritaires, les défis et les perspectives de 2015, voilà les principaux centres d'intérêt de ce deuxième QASEM de l'année. Élections présidentielles, législatives et municipales, mais aussi communication gouvernementale, télévision numérique terrestre TNT, consolidation de la déconcentration des médias, autant de défis donc qui seront largement discutés par les cadres du ministère. Objectif, baliser le terrain pour une mise en œuvre efficace et efficiente de la politique sectorielle du ministère en 2015. La conception et la réalisation des barrages au Burkina Faso ne respectent aucune catégorisation en la matière. Aucun texte n'existe pour classifier les barrages et, de fait, les compétences habilitées à les réaliser manquent. Ce qui explique souvent que ces ouvrages ne résistent pas longtemps parce que mal conçus. Pour pallier le déficit, le Comité national des barrages au Burkina est en train de valider un document de classification. Document soumis à l'appréciation des techniciens au cours d'une rencontre à Ouagadougou. Le point avec Draman Guéné. Le Burkina Faso dispose d'une vingtaine de grands barrages et d'un millier de barrages réservoirs. Malheureusement, nombreux sont ces ouvrages qui cèdent avant terme. Fort de ce constat, le Comité national des barrages du Burkina Faso a produit un document sur la classification de ces retenues d'eau. Ce document qui est ici en cours de validation sera un guide pour la conception et la construction des barrages. Nous avons remarqué qu'il y a beaucoup d'insuffisances. Beaucoup d'insuffisances dues au fait que les choses ne sont pas assez bien codifiées, les choses ne sont pas bien normées. Et la réflexion qui a été menée au niveau des ingénieurs a permis de déceler ces insuffisances et aussi de faire des propositions pour qu'on y trouve des solutions. Et l'une des solutions, ça passe nécessairement par la classification des barrages. Et pourquoi il faut une classification? Parce que les barrages sont de taille et de nature diverses. Pour prendre quelques exemples, vous avez le barrage de Bagré, qui fait à peu près 1,7 milliard de mètres cubes d'eau, qui a une hauteur de 40 mètres. Et vous avez le barrage numéro 1, 2, 3 de Ouagadougou, qui font à peu près 4 à 5 mètres et qui stockent pour l'ensemble des 3 barrages 5 millions de mètres cubes. Et le barrage de Bagré représente des enjeux autrement plus colossaux que les barrages numéro 1, 2, 3 de Ouagadougou. Le barrage de Bagré représente également des risques pour la sécurité publique qui sont sans commune mesure avec d'autres petits barrages qui sont installés dans le pays. Cela veut dire que les règles pour construire un barrage comme Bagré seront différentes des règles pour concevoir et construire un barrage comme le barrage de Ouédibila à Koubri. Une fois validé, ce référentiel va permettre au pouvoir public d'élaborer des critères de projet adaptés à chaque catégorie d'ouvrage, tout en précisant la qualification des experts et entreprises concessionnaires. Un journal qui va plus vite que la musique, et vous l'avez compris, un élément en page inter sur le Mexique, au Mexique où des manifestants contre la disparition des 43 étudiants depuis 3 mois se poursuivent. Environ 3000 personnes, dont les proches de victimes, ont protesté hier à Mexico devant la résidence du président Enrique Pena Nieta pour exiger la lumière sur ces disparitions, et l'élément que vous avez suivi vous a donné d'autres détails. À présent, nous allons tenter de suivre Claudine Bikaba sur l'élément concernant la sortie de promotion au centre de formation agricole et artisanale de Tangaï dans le Yatenga. Des jeunes filles formées dans le domaine agricole et artisanal pour contribuer au développement rural au Burkina Faso. À nouveau, Claudine Bikaba. Ces lauréats sont appelés à promouvoir le développement durable en milieu rural par la croissance de la productivité. Ces jeunes se sont familiarisés pendant 3 ans avec les techniques agricoles, la maçonnerie, la menuiserie, la mécanique et l'électricité. L'objectif principal, c'est d'initier ces jeunes-là aux techniques de production agro-silvopastorale afin qu'ils puissent mettre en place des exploitations modernes. Parce que notre agriculture traditionnelle, qu'on le veut ou non, doit se métamorphoser, doit changer
doit, en tout cas cette dynamique de rénovation pour Internet des exploitations agricoles qui répondent aux besoins alimentaires des populations. Cette formation a pu se dérouler grâce aux efforts de l'association Formation Développement Ruralité et ses partenaires canadiens. Le centre leur a donné une formation adéquate, diversifiée, donc ils pourraient être de très bons acteurs du développement dans leur région. C'est des jeunes qui viennent de terminer une formation, qui s'engagent dans la vie, qui ont besoin de tous les appuis nécessaires. Maintenant, avec notre projection 2020, donc la programmation qu'on est en train de développer, je pense que c'est des jeunes qui seront pris en considération dans leurs exploitations pour qu'ils puissent contribuer au développement économique de la région. Une formation qui permet aux jeunes de s'installer et de contribuer à l'édification de leur localité. L'association Formation Développement Ruralité, à travers le centre de formation agricole et artisanale de Tangaï, lutte activement contre la pauvreté et l'exode des jeunes. Elle entend les années à venir s'investir dans la micro-entreprise. Pour terminer, la fête du poulet à pois, c'était du 23 au 24 décembre 2014, une occasion pour s'approvisionner en gallinacé à l'orée des fêtes de fin d'année. Jonas Wemba. Le département de Poix dans la province du Boulikiemde retient une fois de plus l'attention du gouvernement, des partenaires techniques et financiers pour son aviculture. Et depuis 15 ans maintenant, l'association Action Vitale a initié la fête du poulet, occasion pour rassembler les meilleurs aviculteurs de la localité et encourager les acteurs de la filière gallinacée dans leur vision entrepreneuriale. J'ai compris que c'est une activité qui est au cœur de la population de Poix et de tous ses fils. Aujourd'hui, nous sommes à une production de plus de 5000 sans compter les individualités. C'est pas chose aisée parce qu'on se rappelle comment la première édition a commencé. Mais aujourd'hui, je pense que la structure prend son élan, la fête prend son élan. C'est un bilan positif. Pour la circonstance, 49 stands d'exposition ont été dressés. Et la volonté des promoteurs, c'est de faire de Poix un pôle de croissance avicole. Une volonté à laquelle adhère Lazare Zungrana, parrain de cette 15e édition. Si nous arrivons effectivement à encourager un certain nombre de pratiques, et notamment ce que nous venons de vivre aujourd'hui, cela va aider les populations à la base à pouvoir accroître leurs moyens de résilience face à un certain nombre de situations de catastrophes. Donc nous saluons une telle initiative et notre souhait est que cette initiative continue de se renforcer au bénéfice donc des populations les plus pauvres. Cette fête du poulet à Poix a permis de récompenser 23 meilleurs aviculteurs et vaccinateurs volontaires villageois du département et de la province. Ces acteurs de la filière volaille ont été invités donc à s'approprier des nouvelles techniques d'élevage, toute chose qui leur permettra d'accroître leur production et d'améliorer leurs revenus. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'actualité revient sur la RTB ce soir à partir de 20h et à 22h15. Et d'ici là, excellente suite de programmes en compagnie de la chaîne toujours au cœur des grands événements.